Allô tout le monde, bienvenue à un épisode de l'Update. Je me présente, je m'appelle Virginie Lavoie et je suis directrice marketing de ThirdBridge. ThirdBridge, on est une agence montréalaise qui est spécialisée dans le développement d'applications mobiles et de logiciels sur mesure. Pour nous, livrer du code de qualité, c'est vraiment la base. Notre focus est vraiment sur la création d'applications que les utilisateurs aiment et utilisent pour de vrai. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Émilie et moi, on a eu la chance de s'entretenir avec Andréane Rondeau de Stratélix. On a parlé de tout ce qui est stratégie de fidélisation, programme de loyauté et comment ils sont déclinés dans les applications mobiles, bien évidemment, parce que c'est ce qu'on fait chez ThirdBridge. Je vous en dis pas plus, je vous laisse écouter l'épisode. Bon épisode! Andréane, bienvenue à l'Update. Allô, merci. C'est gentil de m'avoir avec vous. Merci d'avoir accepté. Émilie, re-bienvenue à la co-animation. Merci, je suis très contente d'être là, Vierge. Bien, je suis tellement contente que tu sois là aussi. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Ça fait du bien de te revoir derrière le micro. Andréane, on s'est rencontrés il y a 2 mois maintenant. On a commencé à se parler en organisant un événement pour ThirdBridge et Stratélix, la compagnie pour laquelle tu travailles, dont tu vas nous parler. Puis, ben, j'ai vraiment aimé nos conversations. J'étais vraiment contente de découvrir tout l'aspect plus stratégique des programmes de loyauté, de la fidélisation, ça dans quoi Stratélix se spécialise. Ouais. Puis, ben, nous, c'est sûr qu'on est porté chez ThirdBridge à travailler avec des gens qui sont experts en programmes de loyauté, mais nous, on est plus sur le côté les mettre en application. On avait moins été exposés au côté stratégique. Fait que je suis vraiment excitée aujourd'hui de t'avoir sur le podcast pour qu'on puisse en parler davantage puis que tu puisses nous expliquer les dessous de chaque programme de loyauté. Merci beaucoup. Donc, je te laisserai peut-être te présenter puis nous parler un peu de Stratélix avant qu'on aille un peu dans les questions plus profondes. Ben oui, certainement. Donc, Andréane, j'ai fondé Stratélix on est dans notre 7e année maintenant. Fait que moi, j'arrive du background vraiment comme relationnel, fidélisation. Ça fait un petit peu plus que 20 ans maintenant que je travaille dans ce secteur-là. J'ai évolué dans différents domaines, le temps du côté client, après ça, du côté tech, puis là, maintenant, du côté service conseil. Donc, Stratélix, en fait, c'est une agence conseil en fidélisation. On fait 100% fidélisation de la stratégie jusqu'à l'implantation puis l'optimisation dans toutes sortes de secteurs, autant commerce de détail, transport, e-commerce, bon, peu importe, là, tous les secteurs d'activité. Fait qu'on offre des services, en fait, pour tout ce qui est design de stratégie de fidélisation, la sélection de la technologie, l'implantation, l'optimisation aussi, puis le développement de business case. Puis quand tu dis sélection de la technologie, c'est la plateforme qu'on va utiliser? Oui, exactement. Souvent, quand on va mettre... Bien, souvent, la majorité des cas, quand on va mettre en place un programme de fidélisation, on a besoin d'une plateforme comme telle pour gérer toute le back-end, on fait de ça. Puis donc, on va aider les entreprises à sélectionner la bonne, parce qu'il y a vraiment énormément de plateformes sur le marché qui répondent à des besoins différents. Donc, on aide les entreprises à trouver la bonne plateforme qui va répondre à leurs besoins puis à livrer l'expérience fidélisation qu'on veut livrer, là. Bien, pour commencer, on dirait que moi, j'avais envie de tout de suite aller dans un concept que tu as expliqué pendant l'événement, justement, qu'on a organisé conjointement. Tu nous parlais d'un concept, du concept qu'il y avait la fidélisation transactionnelle puis la fidélisation émotionnelle, puis que c'était 2 concepts distincts. Fait que j'aurais voulu qu'on lance un peu la conversation en expliquant ce concept-là. Oui, effectivement. Bien, il y a probablement beaucoup de monde là, qui ont déjà entendu parler de fidélisation transactionnelle puis fidélisation émotionnelle. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Ouais. Moi, j'utilise souvent, puis je l'avais utilisé quand on était ensemble à l'événement, là, j'utilise souvent l'analogie des 2 côtés du cerveau. Tu sais, on a tous un côté comme plus rationnel, plus posé, mathématique, chiffres, puis on a tous un côté qui est un peu plus créatif aussi, qui donc touche l'émotionnel. C'est pas exactement comme ça, là, c'est vraiment une analogie, là. Mais quand on regarde en psychologie pour vraiment atteindre un engagement ultime auprès du client, il faut quand même parler aux 2 côtés du cerveau. Parce que tu fais un achat ou tu t'engages avec une marque, oui, pour faire une transaction, mais même ta transaction, il y a un côté très émotionnel, puis on fait confiance à des marques, puis quand on commence à parler de confiance, bien là, on est beaucoup plus dans, justement, l'émotionnel, fait qu'on a besoin de vivre ces émotions-là aussi, on est rattaché à des valeurs et des choses comme ça. Fait que chez Stratélix, pour vraiment bien ancrer ça, on a développé un framework dans lequel on a 5 piliers
qui part du très transactionnel au très émotionnel. Puis, on s'assure, en fait, dans les stratégies de fidélisation en fonction des objectifs clients, de nos clients, en fait, là, pas des consommateurs, en fonction des objectifs, des valeurs de la marque et ainsi de suite, qu'on a des éléments plus ou moins calibrés dans chacun des 5 piliers. Puis les 5 piliers sont, le premier, c'est vraiment le volet comme transactionnel, donc récompenser les achats. Fait que là, souvent, on va parler de points, de cashback, d'offres même, de récompenses, des choses comme ça. Fait que le niveau j'achète, j'obtiens quelque chose en échange. C'est la première chose qui me vient en tête quand on pense à un programme de fidélisation. Exactement, c'est ça. Puis c'est souvent la base. Aujourd'hui, il y a des programmes, des fois, ça arrive qu'il y a des programmes que le volet transactionnel, là, de récompenser l'achat est vraiment minime ou même des fois inexistant. Mais c'est souvent ce qu'on pense, le point par dollar d'achat, qui n'est pas vraiment un différenciateur quand tu y penses en fidélisation parce que la majorité des programmes ont ça. Fait que là, maintenant, là, ça devient, si tu te concentres uniquement sur ce pilier-là, ça devient quasiment une guerre de prix. Est-ce que je vais donner plus de points? Est-ce que je vais donner plus de cashback? Est-ce que je vais donner plus de rabais? Puis c'est pas vraiment un différenciateur. Fait que là, c'est là que tu bouges dans les paliers pour aller plus émotionnel. Puis le deuxième pilier, c'est le pilier de simplifier la vie. Donc, comment est-ce que je peux aider le client à simplifier des processus, simplifier, peu importe c'est quoi qu'on identifie, mais me rendre la vie plus simple, soit dans mes interactions pendant que j'achète un produit ou encore quand je l'utilise, un produit ou un service, dépendamment de ce qu'on a proposé. Ensuite, il y a le pilier de personnalisation, ça, je pense, n'a pas nécessairement besoin de beaucoup d'explications, mais comment est-ce que je fais pour personnaliser l'expérience? Le pilier expérientiel, où là, on va vraiment te faire vivre des émotions. Comment est-ce que je te fais vivre quelque chose? Là, on est vraiment rendu beaucoup plus dans l'émotionnel à travers la marque. Et finalement, l'ultime au niveau émotionnel, c'est le pilier social. Donc, comment est-ce que je vais promouvoir l'engagement social avec la marque ou encore entre les clients? Donc, par exemple, une création de communauté va avoir un effet social qui est très, très, très élevé. Puis si tu as cette communauté-là qui est autour de la brand, bien évidemment, tu vas être très fidèle parce que tu fais partie d'une communauté. Fait qu'on s'assoit sur ces 5 piliers-là. C'est le framework qu'on a développé. Puis en fonction justement de ce qu'on veut réaliser, de la clientèle, de ce qu'on veut réaliser comme marque, en fidélisation, on va venir travailler plus ou moins fort, je veux dire, sur chacun de ces piliers-là. Puis, dirais-tu que tout ce qui est plus sur le volet transactionnel, c'est peut-être un peu plus des low-hanging fruits qui sont un peu plus faciles à développer à court terme? C'est sûr que c'est plus facile, puis c'est pour ça qu'on en voit plus sur le marché aussi. Là. C'est vraiment plus facile de dire, OK, je donne 10 points par dollar d'achat sur l'ensemble des achats que de dire, je crée une communauté en ligne, puis je la nourris, puis ainsi de suite. Mais il y a quand même des petites choses, des fois, qu'on peut faire qui sont assez simples pour commencer à aller dans l'expérientiel puis dans le social. Mais c'est quand même un changement de culture, puis c'est une façon de penser puis de développer sa stratégie de fidélisation qui demande quand même du travail. Oui, puis sur le plan... je m'excuse, je sais pas si ça... Non, c'est pas grave, je vais attendre que... Mais j'imagine que le volet sur le plan plus social, émotionnel, calculer le ROI de tout ça est sûrement moins concret aussi que la portion plus transactionnelle. Oui, c'est sûr. Oui, effectivement. Mais là, on va avoir... Tu sais, le ROI, des fois, va... Quand on calcule le ROI, c'est financier. Là, c'est ça, c'est retour sur investissement direct. Mais il faut toujours avoir d'autres indicateurs qui vont être plus au niveau engagement, reconnaissance et ainsi de suite, qui vont venir justement là, répondre à ces besoins-là. Tu as dit, il y a quand même des petites choses qu'on peut faire. Tu sais, oui, ça prend un changement de mentalité là, pour mettre en place l'expérientiel et tout ça, mais des petites choses qu'on peut faire, c'est quoi le genre de petites choses qu'on peut faire, mettons qu'on veut commencer à aller dans ces piliers-là avec un programme de fidélisation? Oui, bien, tu sais, un exemple qu'on voit, puis tu sais, souvent, quand c'est plus facile, tu vas le voir plus souvent, mais tout est dans l'exécution, comment tu peux l'exécuter, là, évidemment, qui va faire que tu te différencies. Mais tu sais, sur le pilier social, un des éléments qu'on voit quand même beaucoup, c'est toute la notion de don puis d'engagement social au niveau des causes. Fait que tu peux le faire en continu ou tu peux le faire en campagne aussi, mais on voit plusieurs entreprises qui vont, par exemple, avoir des campagnes où ce que tu vas donner des points pour une cause, que ce soit pour Centraide, pour les enfants, pour si bon, peu importe. Il faut que la cause fasse du sens avec ta marque, avec qui tu es. Puis il faut surtout que ça fasse du sens aussi avec les attentes de tes clients. Mais tu sais, c'est une chose qui n'est pas nécessairement très complexe à mettre en place, puis qui ouvre la porte vers justement un engagement communautaire puis un engagement social. Puis au contraire, là, on parle un peu des quick wins, mais
dans les premières initiatives d'une entreprise qui va se lancer dans des initiatives de programmes de fidélisation, c'est quoi les pièges que les entreprises ont tendance à tomber dans ces pièges-là? C'est quoi les initiatives qu'on pourrait prendre, qu'on se dit, ah, ça va être une bonne idée, puis finalement, ça n'est peut-être pas une si bonne que ça? Il y en a quand même plusieurs. Non, il y en a plusieurs, effectivement, mais moi, je pense qu'à la base, c'est d'aller trop vite, puis de ne pas bien planifier. Tu sais, la fidélisation, c'est pas une campagne. Puis des fois, malheureusement, c'est traité comme une campagne. On va lancer un programme de fidélisation. Là, c'est la responsabilité du département marketing. C'est un projet qu'on a, mettons, n'importe quoi, 6 mois, des fois 3, des fois 2, là, ce qui n'est pas réaliste, mais mettons 6 mois pour lancer notre programme de fidélisation. Puis là, une fois qu'il est live, on s'attend un peu à ce qu'on ait des résultats, puis que ça fonctionne bien. Exactement, c'est ça. C'est pas vrai, tu sais, c'était vraiment on disait tantôt changement de culture, là, mais c'est ça, c'est vraiment changement de mindset de lancer un programme de fidélisation puis de mettre en place une stratégie de fidélisation parce qu'elle doit vraiment être intégrée dans tous les processus d'entreprise, dans toute l'expérience client, tout ça, puis ça doit aussi être planifié financièrement de façon très solide, parce qu'il y a des coûts, là, on ne se cachera pas que c'est quand même dispendieux de se lancer dans des initiatives comme ça. Puis il y a aussi des implications technologiques qui sont grandes si on veut vraiment livrer une bonne expérience. Fait que ce qu'on voit, c'est des fois vouloir aller trop vite. Tu sais, par exemple, aller vers une plateforme de fidélisation tout de suite, puis là, vouloir signer un contrat quand tu n'as pas défini de stratégie encore, le gérer en silo à l'interne, justement. C'est un projet. Ah, c'est le projet marketing. Ça va occuper un peu l'équipe marketing, puis ça va être le fun pour l'équipe marketing. Non, c'est pas un projet, mais on le voit, on en voit des choses comme ça, parce que toute la responsabilité repose sur le marketing, alors que dans le fond, quand tu y penses, le volet opération, par exemple, approvisionnement est super important, service client est super important. Fait qu'il y a souvent un travail en silo. Je pense que c'est vrai dans d'autres domaines aussi, là, mais il y a souvent un travail en silo puis une mauvaise planification de ce que ça va être sur le long terme, les besoins en termes de ressources, que ça veut dire, genre un programme après. Là. Puis j'imagine aussi les budgets par rapport à la commercialisation, si on veut, par après de ce programme-là, puis s'assurer que c'est justement que les gens y adhèrent, puis que c'est publié, puis que c'est su des consommateurs. Oui, puis que c'est pas, je veux dire, c'est pas on top of aussi. Parce que, tu sais, souvent, comme marque, on va faire des offres, on va faire des rabais, on va toutes sortes de stratégies qui sont en place, mais tu peux pas dire, OK, je conserve la même stratégie de rabais, puis je lance un programme de fidélisation par-dessus. Puis là, ça devient... Parce que là, l'équation, à un moment donné, financière, elle ne fonctionne pas. Fait qu'encore une fois, changement de culture, tu sais, il faut revoir... Je ne dis pas depuis du tout faire de rabais ou depuis faire de promotion masse, mais il y a un shift au niveau des investissements, même en termes de budget que tu as au niveau de l'acquisition versus budget de rétention. Bien, il devrait y avoir une migration graduelle une fois que ton programme est en place. Et c'est tout des choses comme ça, ce qu'il faut vraiment bien planifier pour que tout le monde rame dans la même direction. Non, c'est ça. Puis, ce que j'aimais, ce que tu disais tantôt, que c'est souvent vu comme une campagne. OK, on lance le programme de fidélité, puis ensuite, on s'attend à ce que ça fonctionne par soi-même. Là, mais c'est plus un projet qu'on doit concrétiser, puis ensuite, chaque campagne auquel on réfléchit devrait avoir un impact sur ce projet-là qu'on a mis en place par la suite. Oui, puis même l'ensemble des décisions qu'on va prendre par la suite là, pour tout le reste des initiatives, tout ce qui est expérience client, tout ce qui est service client, l'ensemble, c'est vraiment comme la fidélisation si tu veux vraiment quelque chose qui va fonctionner, il faut que ça vienne au cœur de ta stratégie d'entreprise. Oui. Puis là, tu navigues autour, puis tu en prends tout le temps en considération dans toutes tes décisions. Est-ce que ça fait du sens avec notre stratégie de fidélisation? Un peu, on l'entend beaucoup en expérience client, ce discours-là, puis c'est la même chose, tu sais. Bien, ça me fait penser à un client avec qui on travaille, qui sa mission est de simplifier la vie de ses consommateurs à travers ses opérations quotidiennes. Mais quand on parlait de leur application, c'est exactement ça qu'ils nous ont dit aussi, c'est que la mission de l'application, c'est d'être un outil qui vient simplifier. Puis à travers l'application, bien évidemment, les objectifs sont de fidéliser, là, mais la mission ultime de l'application, c'est de simplifier le processus d'achat, simplifier la
vie de leurs consommateurs. Fait que c'est directement aligné avec la mission de l'entreprise. Fait que c'est exactement de cette manière-là que ça devrait être vu. Là. Exactement. Ah oui. Ouais, puis ça, c'est le fun parce que là, quand on regardait les 5 piliers, là, ce pilier-là, il vient vraiment plus fort pour cette entreprise-là. Puis tu as d'autres éléments qui vont venir jouer autour. Mais c'est ça, tu as une ligne directrice puis tu la suis pour toutes tes décisions d'affaires. Puis justement, là, je parle un peu de... J'ai fait un clin d'œil à l'application mobile parce que c'est un projet sur lequel nous, on a travaillé... en fait, c'est des projets sur lesquels nous, on travaille le plus. Comment l'arrivée des applications mobiles est venue changer les programmes de loyauté, selon toi? De plusieurs façons. Évidemment, mais tu sais, c'est sûr que... Ben, tu sais, je disais, là, ça fait 20 ans que je suis en fidélisation, fait que ça fait quand même un bout qu'on en voit. Tu as vu le switch, là. Oui, puis au début, c'était pas comme super clair. Au début, tout le monde voulait un app parce que, tu sais, on va avoir notre solde de points puis notre carte dans l'app. OK, mais encore, tu sais, après ça, il y a eu comme un clash de dire, OK, comment est-ce qu'on... à quoi ça sert, tu sais, c'est pas juste, tu peux pas juste l'avoir, tu sais, puis là, on se bat pour la place sur le téléphone, tu sais. Mais aujourd'hui, justement, je pense que c'est ça, c'est beaucoup de venir faciliter l'interaction avec le client, puis poursuivre cette interaction-là en dehors de purement le cycle d'achat. Ça, c'est beaucoup un élément, je trouve, que les applications mobiles ont permis de faire, puis de bridge the gap, là, je cherche l'expression en français, de faire le pont entre toute l'expérience numérique, qui avant était comme juste web, mais là, maintenant, c'est mobile, puis l'expérience, par exemple, en magasin. Parce que là, tu es vraiment capable, tu sais, je suis capable de savoir que tu es en magasin maintenant quand tu as une application. Puis quand tu es en magasin, je suis capable de te fournir de l'information additionnelle parce qu'on le fait tout, on est dans un magasin, puis là, ben, tu ouvres l'app ou tu ouvres le site, puis tu regardes, puis là, tu as l'information, OK, le produit, est-tu disponible? Qu'est-ce que je peux avoir comme information supplémentaire sur le produit? Je suis capable de te personnaliser des offres, géolocaliser les offres. Fait qu'il y a vraiment comme une notion où c'est vraiment une extension de la relation que tu as avec le client, puis tu peux l'avoir vraiment comme en amont, puis post-achat ou post-visite si tu n'as pas fait d'achat, par exemple. Ça, je pense que ça a beaucoup, beaucoup changé l'engagement. Tu sais, autrement, avant, à minuit le soir, j'aurais pas fait affaire avec un détaillant. Non. Mais là, maintenant, parce que j'ai l'app, j'ai peut-être des composantes de gamification, je veux voir, je suis rendue dans ma progression, j'ai reçu une notification. Tu sais, là, j'ouvre, peu importe l'heure du jour ou de la nuit, puis j'ai une interaction avec ça. Fait que ça, moi, je trouve que c'est un des éléments qui a vraiment aidé à fidéliser à travers le mobile. Vraiment. Puis toute la notion de justement les notifications au bon moment et l'information, mais qu'on est capable d'aller chercher à travers l'application. Mais pourquoi, selon toi, il y a encore des grandes marques, des entreprises qui ont certainement des bons budgets puis qui ont des beaux programmes de loyauté depuis des années qui répètent encore exactement la même formule que sur leur site web, mais sous forme d'application? C'est une bonne question. Il faudrait leur demander, effectivement. Non, mais c'est vrai. Puis pourquoi? Est-ce que c'est un effort? Est-ce que les gens, il n'y a pas assez de download de l'application en ce moment, donc ils ne se disent pas que ça vaut la peine de continuer à mettre... Il y a peut-être un peu de ça. Des fois aussi, il y a peut-être d'essayer de trouver... Des fois, on est confortable dans ce qu'on fait, là, on va se le dire comme ça. Et que, si ça fonctionne, les gens continuent comme ça. Puis si c'est pas une réplique exacte, il faut quand même que tu trouves un élément différenciateur. Puis dans certains cas, ce qu'on réalise, quand on se met à chercher les éléments différenciateurs comme ça, puis je sais pas, je serais super curieuse de vous entendre si vous avez la même réalité avec vos clients. Mais tu cherches des éléments différenciateurs, puis là, des fois, tu mets le doigt sur des choses. Des fois, c'est super complexe de mettre le doigt sur quelque chose qui va vraiment comme apporter une valeur différente. Mais là, quand tu arrives en exécution, ça devient beaucoup complexe parce qu'il y a souvent, des vieux systèmes en place, la donnée ne se parle pas. Il y a encore des éléments, même dans les grandes entreprises qui ont des budgets et tout, il y a encore beaucoup de défis technologiques puis de défis au niveau des processus aussi. Fait que des fois, je pense qu'il y a un peu de ça aussi, qu'on est pris dans une espèce d'engrenage où c'est dur de changer, là. Je pense. Alors que dans un monde... on est rendu là, c'est vraiment une question de processus, puis à l'interne, comment ça se passe, parce qu'en fait, on le voit, là, il y a des entreprises, off-cam, on en parlait, mais des entreprises comme Fabletics, justement, et tu nous donnais l'exemple tantôt, mais des entreprises qui vont vraiment mettre le extra mile puis s'assurer d'être plus
dans les avancées numériques, mais on dirait que je pensais à un Zara, là, on parlait de l'application Zara hier, justement. On n'est pas là encore, puis on dirait que ça ferait du sens qu'on soit rendu là. Ben, c'est ça. En ce moment, je pense que l'app, c'est la même expérience que sur le web. Fait qu'après, c'est un peu comme tu as dit, tu sais, il y a plein de choses qu'on peut faire avec l'app mobile, tu sais, les notifications push, la géolocalisation, gamification, tout ça. Mais si c'est une réplique exacte, la majorité des gens risquent de ne pas garder ton app parce qu'on n'est pas sur la page sur le téléphone. C'est une loupe sans fin. Ouais. Puis, justement, pour ces entreprises-là qui ont déjà des applications, c'est quoi les fonctionnalités que, selon ton expérience, tu as vues qui ont un plus grand impact auprès des utilisateurs puis des consommateurs? Celles qui répondent à un besoin. Oui. Oui, tu sais, récurrent. Ouais. Si l'application mobile, elle me permet, puis là, on est beaucoup dans le simplifier la vie, mais ça peut être aussi super expérientiel. Là, parce que, tu sais, si, dans le fond, tu réponds à un besoin qui soit émotionnel, qui soit fonctionnel, peu importe, si je réponds à un besoin, je vais l'ouvrir, je vais avoir envie. C'est du action-réaction. Là. Mm-hmm. Il y a un trigger qui fait que tu ouvres ton téléphone. Comment je suis capable de venir m'assurer que c'est mon app que tu ouvres? Bien, c'est beaucoup associé à justement cette action-réaction-là, de dire, j'ai un besoin, tu vas y répondre. Mm-hmm. Je vais revenir juste avant, je vais utiliser ton exemple, mais tu parlais de la garderie tantôt. Oui. Tu disais, l'application mobile n'est pas nécessairement bien faite, mais tu es capable de suivre les photos de tes enfants, les messages de tes enfants, puis c'est super important. Fait qu'à quelque part, ils ont, même si, bon, peu importe comment c'est exécuté, tu as un besoin, puis on vient y répondre. Fait que c'est beaucoup là-dedans. Moi, je pense que les fonctionnalités qui fonctionnent le mieux, c'est quand tu viens répondre à un besoin, puis tu viens combler un manque ou un pain point ou un désir de plaisir ou quelque chose comme ça. Là. C'est ça. Fait que quand on pense à pas des notifications, mais à des fonctionnalités plus autour de la gamification, ça répond pas nécessairement à un besoin, mais ça vient un peu créer ce sentiment de plaisir-là. Oui, c'est ça. D'occuper, tu sais, puis des fois, ça peut aussi être, ton besoin peut être aussi, ça devient comme un besoin de curiosité, tu sais, où ce que tu veux voir c'est quoi la prochaine offre, tu veux voir c'est quoi le prochain mécanisme dans le jeu, quoi que ce soit, de progression. Tu sais, la progression dans le jeu aussi peut devenir un besoin. Ça répond à un besoin de progresser. Là. Fait que, tu sais, il y a toutes sortes, c'est ça, il faut juste mettre le doigt sur le bon besoin. On parlait aussi avant des jeux couche-tard puis des calendriers de l'Avent qui, justement, sont populaires puis qui amènent beaucoup de connexion. D'engagement sur l'application mobile. Puis ça répond à un besoin de se divertir, de voir c'est quoi le prochain rabais, de qu'est-ce que je peux aller chercher de plus. Oui. Je serais curieuse que tu nous walk through comment ça se passe travailler avec vous, comment une entreprise vient vers vous, s'assoit avec vous, dit « Bonjour Andréane, j'ai besoin d'un programme de fidélisation. » On part de zéro. C'est quoi les premières étapes? Oui, les premières étapes, c'est vraiment la portion comme découverte 360. Là. Puis c'est quoi le fonctionnement de l'entreprise, c'est quoi les processus. On regarde aussi beaucoup la donnée client, c'est quoi le comportement client, les attentes clients, les pain points énormément au niveau de la clientèle. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est clé parce que si on est capable de répondre à ces pain points-là, à ces irritants-là, puis des fois, c'est pas nécessairement juste en lien avec la marque, mais plus en lien avec la catégorie. On est capable de se baser sur une stratégie qui va vraiment faire du sens pour les clients. On regarde aussi beaucoup le marché, la compétition directe et indirecte. Puis on regarde beaucoup, comme je disais, les processus, puis la mentalité à l'interne. Fait que c'est vraiment comme la voie interne, la voie du client, puis le marché. Fait qu'on fait cette première analyse-là pour vraiment avoir une bonne idée puis d'avoir un alignement commun. L'alignement est vraiment important. Quand on travaille avec nos clients, on s'assure qu'on travaille multidépartements, multifonctions pour avoir cet alignement-là. Parce que ça arrive quand même assez souvent qu'on rentre dans une entreprise, puis oui, tout le monde veut lancer un programme de fidélisation, mais tout le monde a des visions puis des besoins très différents. Puis si on veut que le programme, dans un an, une fois qu'il est lancé, soit réussi puis qu'il y a du succès, il faut réussir à aligner, dans le fond, toutes les parties prenantes à l'interne et à l'externe, là, mais mettons, je parle pour l'interne pour l'instant. Fait que ça, c'est vraiment clé dans notre approche un peu comme
une gestion de changement, en fait, où on va aborder la gestion de changement en lien avec la fidélisation, ce que ça veut dire, les interactions entre les différentes équipes. Puis, on a vraiment une approche de co-création. Fait qu'on implique toutes ces parties prenantes-là à l'interne, toutes ces équipes-là, puis on implique le client, le consommateur aussi, client final, dans le design de la stratégie. J'imagine qu'il y a beaucoup de tests. Là, il y a beaucoup de tests. Il y a beaucoup de... Oui, effectivement, il y a beaucoup de tests, beaucoup d'ateliers collaboratifs. De la recherche au niveau consommateur aussi. Et que oui, c'est itératif. Puis quand on lance, là, il y a plein d'étapes, mais quand on lance après, bien, c'est ce qu'on appelle, dans le fond, puis vous avez fait la même chose certainement, mais on lance un MVP, là. On lance un produit qui n'est pas le programme final, mais qui est assez intéressant pour être attrayant sur le marché, assez différenciateur et ainsi de suite. Mais on se garde des features, un roadmap pour continuer, à apprendre, parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas aujourd'hui, on veut lancer, mais on ne le sait pas. Il manque de données, par exemple, des choses comme ça. Fait qu'on va planifier la roadmap en conséquence. Puis on veut aussi s'assurer, je suis sûre qu'en app, vous allez faire la même chose, c'est que tu veux garder le produit vivant. Fait que tu veux amener des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles possibilités, ainsi de suite. Là. Puis j'imagine être flexible aussi parce que des fois, les gens vont réagir différemment de ce qui est attendu au départ ou qu'ils vont réagir plus fortement à quelque chose puis d'autres non. Oui, exactement. C'est ça. J'avais une question. Mais vas-y. Tu parles d'aller chercher un élément différenciateur puis d'aller faire des études de marché puis de ce qui se fait aussi chez les compétiteurs. Ça doit quand même arriver souvent qu'il y ait du copiage. Tu sais, quand quelque chose marche pour un client, mettons, là, je sais pas, en restauration, mais là, ça va être... Tu sais, c'est sûr qu'il y en a qui vont voir ça puis qui vont se dire, je vais implémenter la même chose. Puis... Oui. As-tu vécu ça, tu sais, dans ton expérience, puis comment? Oui, on l'entend. C'est drôle, hein? Tu me fais réaliser qu'on l'entend pas mal moins. Tu sais, avant, là, je me souviens, il y a été une couple d'années là, où, tu sais, tout le monde nous appelait, tous les restaurants nous appelaient, je veux une app comme Starbucks, tu sais. Tout le monde nous disait ça. Tu sais, puis là, c'est comme, OK, mais t'es pas Starbucks. C'est bon. Fait que là, il y a tout le pourquoi, le comment. Mais on le voit un petit peu moins, puis je pense que les marques commencent à réaliser de plus en plus aussi le besoin d'unicité, là, de dire tu te différencies. Fait que des fois, tu as la même fonctionnalité, mais comme communiquer, exécuter différemment. Puis finalement, tu n'as pas tant l'impression que c'est exactement... Parce que, tu sais, c'est sûr qu'on ne réinvente pas 100% la roue à chaque fois, là. Mais ouais, ça fait que c'est pas tant du copier. Je pense que, tu sais, il y a des bonnes pratiques. Puis comment tu fais pour l'appliquer à ta marque, à tes valeurs de marque, à ton image de marque, puis à ta clientèle, là. Je comprends. Ouais. Est-ce que ça vas-y, non, quelque chose? Non, vas-y. T'es sûre? On réapprend à mais c'est parce que oui. Mais j'imagine que tu dois t'inspirer aussi de ce qui se fait ailleurs, puis de l'appliquer, mais encore là, de l'adapter à chaque fois. Tu sais, tu dois voir plein de tendances, mettons, qui vont émerger. Là, on parle souvent en Californie, ou tu sais, les hub tech, ces choses-là. Là. Mais j'imagine que ça, c'est le genre de choses que tu vas ramener ici dans tes programmes de fidélisation. Oui, puis même entre les secteurs. Tu sais, des secteurs qui sont plus matures en fidélisation. Okay. Fait que des fois, on arrive dans des secteurs qui sont moins matures en fidélisation, puis on va regarder, même si ça n'a pas rapport du tout, pantoute, comme secteur, par exemple, mais on peut aller voir qu'est-ce qui se fait, puis on s'inspire de ce qui se fait là pour dire, OK, comment est-ce qu'on peut le ramener dans ce secteur-là, parce qu'il y a peut-être moins de maturité. Fait que là, on peut être très innovant dans ce secteur-là parce qu'il y a moins de choses qui se fait, puis on utilise des bonnes pratiques des secteurs qui sont plus évolués, des choses comme ça, puis d'autres marchés aussi, parce qu'il y a des marchés qui sont plus avancés aussi en fidélisation qu'ici, par exemple. Qui tu dirais, quel marché qui est le plus avancé versus celui qui l'est peut-être un peu moins auquel tu as été exposé? Bien, en fait, ça dépend. C'est drôle parce que le Canada, on est quand même assez mature en termes de fidélisation, surtout quand tu regardes la fidélisation en coalition. Tu sais, les gros programmes de fidélisation de coalition qu'on a eu. Fait que, mettons, on pense à un Aéroplan, Air Miles. Tu sais, Air Miles a eu des meilleures années. Ça existe encore? Ça existe encore, ça a été repris, là, mais oui, ça existe encore. Mais tu sais, il y avait des gros programmes de fidélisation comme ça qui avaient toute la place sur le marché au Canada. Puis t'as pas réellement ça sur les autres marchés. En tout cas, tu regardes, il y a en Angleterre qu'il y en a quand même beaucoup, Australie qu'il y en a quand même beaucoup aussi. Mais tu sais, si tu regardes maintenant en Europe, aux États-Unis, tu as beaucoup moins de programmes de coalition historiquement. Fait que ça fait que le Canada a quand même aussi une certaine
un avancement là-dessus par un certain niveau d'innovation. Puis là, aujourd'hui, on voit des programmes de coalition complètement différents, plus la coalition privée, c'est comme un Sign, par exemple, ou même PC Optimum, qui est plus rendu juste leur marque à eux. C'est ça, ils sont multimarques dans leur marque, mais même à l'extérieur. Puis là, on voit ce qui se passe avec Métro actuellement, qui rajoute des partenaires. Fait que, ça devient des coalitions, mais coalitions privées qui sont gérées par un détaillant ou un groupe de détaillants. Fait que c'est quand même... J'ai comme pas du tout répondu à ta question. Non, mais c'est avancé, pas avancé. Mais c'est ça, c'est vraiment... En fait, c'est que ça varie beaucoup. Tu sais, si tu regardes, mettons, toute la portion plus numérique, gamification, en Asie, c'est super, super fort. Ici, on est plus au début de la gamification, puis de l'utilisation de la gamification, puis du mobile en fidélisation. Fait que, tu sais, je pense que ça dépend comme ça des marchés, puis, mais surtout de quel volet tu regardes en termes de maturité, par exemple. Je ne sais pas si c'est clair. Ça répond vraiment à ma question. Ben oui, quand tu dis programme de coalition, c'est qui implique plusieurs marques ensemble? C'est la définition? Oui, un programme de coalition, dans le fond, c'est justement, mettons, Hermès, tu avais comme Loyalty One qui est comme qui était le propriétaire, c'est plus ça, là, mais mettons, initialement, qui était le propriétaire qui gère le programme de fidélisation, puis là, tu as plein de détaillants ou d'entreprises qui tu cumules tes points, puis là, tu peux changer tes points dans les... Fait que ça, c'est vraiment un programme de coalition à travers en comparaison à un programme propriétaire qui est, par exemple, comme Simons, qui a son programme de fidélisation, puis tu cumules, puis tu échanges chez Simons. Mais tu vois, ça, en tout cas, corrige-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que les programmes de coalition, on va voir ça justement, les épiceries, les pharmacies, mais tout ce qui est vêtements, on dirait qu'on le voit peut-être moins. C'est peut-être plus privé, non? Oui, bien, il y a quand même des vêtements qui sont dans ces programmes-là. Oui. Fait qu'ils participent à ces programmes-là. Mais c'est sûr que dans le vêtement, tu as quand même aussi beaucoup de programmes privés. Là. Puis pourquoi, on dirait, en tout cas, peut-être que c'est juste mon biais, mais j'ai l'impression que, mettons, les pharmacies sont plus portées à aller vers des programmes de coalition comme ça. Ils ont moins peut-être leurs programmes à eux. Non, au contraire, la pharmacie, oui, parce que, tu sais, si tu regardes les gros joueurs, juste au Québec, par exemple, ou au Canada, là, parce qu'il y en a qui sont nationales, tu sais, PC Optimum, à la base, c'est le programme de Pharmaprix. Si tu regardes, Jean Coutu, était dans Hermès, mais maintenant, avec moi, c'est un programme... C'est privé, là, c'est une certaine... Tu sais, les deux ont extensionné vers des programmes un petit peu de coalition, mais ça reste à l'intérieur des groupes. Là, ils ont rajouté des partenaires, fait que tu commences à te rapprocher de la coalition, mais c'est beaucoup parce qu'en fait, ils ont des hauts niveaux de maturité. C'est des programmes qui ont des pénétrations immenses, là. Tu sais, tout le monde, à peu près, même Métro et moi, ou moi maintenant, je devrais dire, au Québec. À peu près tout le monde au Canada est membre PC Optimum. Fait que, tu sais, ils ont tellement une grande portée puis un haut taux de pénétration dans le pays ou dans la province que, tu sais, ça devient logique d'amener des partenaires parce que tu peux monétiser ces expériences-là, tu peux monétiser les récompenses et ainsi de suite. Mais historiquement, c'est des programmes qui leur appartenaient pas mal, dans le fond. OK. C'est ça, c'est que ça a tellement bien fonctionné, justement, que c'est... Qui ont agrandi. J'ai travaillé chez Pharmaprix dans mes études et ça marchait tempête, là, quand il y avait 20 fois les points. On vendait, puis moi, j'étais à la commission en plus, fait que c'était parfait. Mais tu vois, moi, je suis probablement vraiment lâche parce que je participe à... J'ai rien de programme de fidélisation, jamais. Comme, veux-tu la carte? Je suis comme, c'est trop compliqué. Des beaux points? J'ai même pas la carte de la SAC. Pardon? Ah, mais tu pourrais tellement économiser. Je le sais, mais c'est tellement... Moi, tu vois... Je vais te donner une carte extra, tu mettras les points sur ma carte. Pour vrai, vraiment. Mon chum, il est comme, prends ma carte. S'il y avait une carte que j'utilise, c'est celle-là. Je le sais, mais on dirait que moi, c'est comme trop gros pour moi de m'inscrire à un programme. Mais effectivement, sinon, comme fais juste télécharger l'app, justement. Oui. Là, tu peux prendre le compte de ton chum puis vous accumuler plus rapidement. Mais, il y a quand même pas mal, surtout dans tout ce qui est haute fréquence, là. Épicerie, la SAQ, selon ta fréquence. Là. Chez nous, en tout cas, mon chum, ça passe vite. Là. Si j'avais pas la carte, on ferait des coupures. Non, mais c'est ça. Mais la SAQ, la pharmacie, l'épicerie, l'essence, c'est des endroits où tu peux économiser comme plusieurs centaines de dollars vraiment rapidement dans l'année.
là. Je me suis vraiment exposée au podcast. Tout le monde sait que... Tu parles à la professionnelle de la réalisation. J'ai pas de carte de points. Oui, parce qu'elle disait tout le monde au Canada est membre PC Sauf Optimum, toi. sauf moi. Oui, Tout le monde les low-hanging fruit, c'est toi, faut que tu ailles chercher les cartes. C'est ça, comment qu'on peut me convaincre, moi, que c'est pas compliqué de participer au programme? C'est plus ça la question, en fait. Pour aller me chercher des consommateurs comme moi. Carte de crédit? As-tu des points sur ta carte de crédit? Des remises. OK. Bon. Allez, quelque chose. Faut que ça se fasse automatiquement encore, là. Là, je vais référer à quelque chose que tu as parlé durant l'événement parce que c'était une très belle conférence, puis je l'ai revisionné avant qu'on vienne ici. Tu avais parlé d'un exemple par rapport à la cage au sport où il y avait un problème de fidélité d'accumulation de points, mais que les gens n'arrivaient pas à le faire quand ils commandaient avec un third party, là, Uber et tout. Ouais. Comment vous avez réfléchi? Ben, tu peux expliquer c'est quoi, qu'est-ce que vous avez fait, puis comment vous avez réfléchi? C'était quoi la réflexion derrière tout ça? Ben, effectivement, en fait, il y a 2 volets à cet élément-là. Donc, à travers l'application mobile, on a fait mettre en place, en fait, sur les factures. Fait qu'à chaque fois que tu vas à la cage, la facture, il y a un code unique, il y a un code barre qui est imprimé, qui est unique sur chaque facture, peu importe dans quel restaurant tu es allé. Juste ça, en soi, honnêtement, ça a l'air super simple, mais ça l'est pas nécessairement parce que le même numéro de facture peut se retrouver en restaurant, le même numéro de facture peut se retrouver dans 2 restaurants différents. Fait que là, J'avoue. fait qu'il y a vraiment comme le besoin de créer un identifiant unique qui a été fait, puis on a imprimé ce code barre-là sur la facture. Ce qui fait que maintenant, chaque facture est vraiment unique, puis les clients peuvent ouvrir leur application mobile, puis scanner ce code-là, puis à ce moment-là, dans le fond, rapidement, ça va chercher l'information de la facture, puis tu es capable d'avoir les points pour lesquels tu aurais eu droit si tu étais en succursale ou peu importe, tu avais commandé en ligne, même avec les promotions qui s'appliquaient. Fait que si, par exemple, tu avais, je sais pas, 500 points bonus si tu achetais pour 25 je dis n'importe quoi, mais ta facture est en haut de 25 tu vas l'avoir même si c'est 10 jours plus tard, par exemple, puis que la promotion techniquement est terminée. Au moment où tu as fait l'achat, tu y avais droit. La raison pour laquelle on a mis ça en place, en fait, il y avait 2 volets principaux. Un qui est comme important, qui est tout le third party, comme tu disais. Si je commande sur Uber Eats, sur Skip, bon, peu importe. On a eu une grosse réflexion quand même là-dessus parce que, tu sais, je pense que j'apprends rien à personne en disant que les marges sont pas les mêmes là, quand tu travailles parce qu'il y a des frais là, pour les restaurateurs de vente sur ces plateformes-là. Fait que le réflexe, c'est souvent de dire, ben on récompensera pas ces actions, ces commandes-là. On veut que les clients viennent directement chez nous. Ça fait qu'on s'est quand même beaucoup posé de questions avec l'équipe de la cage pour voir comment, en fait, est-ce qu'on veut ou on veut pas les récompenser. Puis, en bout de ligne, la livraison n'est pas disponible à travers la cage dans l'ensemble des restaurants. La majorité de la livraison se fait à travers un third party. Fait que ça veut dire que parce que la cage, comme entreprise, n'a pas de service de livraison puis utilise les services de livraison d'un third party, on pénalisait le consommateur. Puis le choix a vraiment été de dire, OK, non, dans l'équation financière, on va s'assurer que ça fait du sens, puis on va quand même récompenser ces clients-là parce que c'est des clients, quand tu es assez fidèle pour commander de la cage à la maison. Mais je trouve que, tu sais, on trouvait tous, puis l'équipe de direction à la cage était vraiment alignée là-dessus, que tu mérites, en fait, d'être récompensé à travers ça. Puis tu as une haute valeur, certainement, pour l'entreprise. Fait que c'est une des raisons pour laquelle on l'a regardé, puis qu'on l'a mis en place. Puis la deuxième raison aussi, dans le fond, quand on parlait de simplifier la vie, c'est beaucoup pour les processus internes. Tu sais, quand on mange au restaurant, souvent, tu prends ton temps, c'est le fun, c'est relax, jusqu'à temps que tu veux le payer. Puis on sait, quand tu es prêt à payer, c'est parce que tu veux partir. Tu as un meeting qui commence ou ton stationnement est fini, ou whatever, c'est quoi la raison. Quand tu veux partir d'un restaurant, tu veux partir. Souvent, c'est rare qu'il n'y a rien de plus frustrant qu'attendre la facture. T'sais. Fait que ce qui arrive, c'est qu'il y a quand même un point de friction malheureusement, il y a quand même un point de friction de présenter ton identifiant, de présenter ta carte en restaurant ou service à table. Fait qu'on voulait s'assurer que même si tu partais rapidement puis que tu y pensais pas ou que l'employé, même si on fait énormément de formation, que l'employé ne pensait pas de t'en parler, mais que tu sois capable aussi facilement, sans avoir à envoyer un email ou appeler au service à la clientèle, de réclamer tes points. Fait comme avec le MEV, la réglementation sur les factures en restaurant, au Québec, on donne systématiquement toujours une facture, mais c'est facile pour le consommateur de juste comme scanner sa facture puis d'obtenir ses points. Fait que c'est vraiment dans une optique de dire on récompense tout le monde, peu importe le canal, peu importe que tu aies fait un oubli ou pas de présenter ta carte. Purement pour simplifier puis pour reconnaître l'ensemble de tes transactions. Là.
J'aimerais ça revenir sur qu'est-ce que tu parlais plus tôt. Tu disais toute l'étape de la co-création, vous faites des ateliers avec les clients, vous assurez que toutes les parties prenantes qui vont être impliquées dans le projet soient impliquées dès le début, que ce soit le volet tech, le volet marketing. Comme dans la portion de la livraison du MVP, comment vous faites en sorte que tout se passe bien alors que vous n'avez pas nécessairement les équipes de tech à l'interne, les équipes qui vont développer le produit à l'interne? Est-ce que vous avez des partenaires avec lesquels vous faites affaire, puis à chaque étape, vous vous assurez que vous parlez, puis que vous êtes aligné sur les fonctionnalités à mettre en place? Comment vous fonctionnez? Oui, bien dans la presque totalité des projets, quand on fait la stratégie, on accompagne le client aussi dans la mise en place. Il y a quelques exceptions, là, mais la majorité du temps, on est très impliqué dans la mise en place. C'est vraiment notre souhait pour s'assurer que, tu sais, je le dis toujours un peu sarcastiquement, là, mais une stratégie d'utilisation, c'est pas un deck de PowerPoint de 100 pages. Là, tu sais, c'est pas ça, c'est beaucoup plus que ça. Fait qu'on veut vraiment rester impliqué le plus possible. Fait qu'on on a les touchpoints réguliers avec les intégrateurs, avec les développeurs, avec les équipes internes, les opérations et ainsi de suite. Fait qu'on fait vraiment partie de l'équipe de mise en place comme telle. Ce qui nous permet, dans le fond, de voir aussi, puis des fois, ça arrive des fois où on a besoin de réajuster un peu la stratégie. Fait que là, on le fait en collaboration. Puis effectivement, on a quand même beaucoup de partenaires, puis on est agnostique en termes de partenaires, je veux dire, mais on travaille, tu sais, on vient qu'on retravaille avec les mêmes gens aussi. Fait qu'on s'assure aussi, puis quand on travaille avec des nouveaux partenaires, on s'assure en amont de bien comprendre leur façon de travailler. Tu sais, je donne un exemple. On prend souvent en charge la rédaction des requis d'affaires. Tout ce qui est requis fonctionnel, on le prend en charge de notre côté pour le client ou on accompagne le client quand ils le font pour, comme à côté, là, dans le fond, de le faire avec eux, tu sais. Nous, on vient avec nos gabarits, nos façons de faire en termes de rédaction de requis fonctionnels. Mais ce qu'on a réalisé avec le temps, c'est que des fois, il y a des partenaires, des plateformes technologiques ou des développeurs qui, eux, ont leur propre gabarit. C'est beaucoup plus simple si on travaille directement avec les leurs. Et à ce moment-là, on travaille vraiment en amont pour comprendre c'est quoi leurs attentes, c'est quoi leurs besoins, c'est quoi leur processus de travail, de développement, d'implantation. Puis on va venir ajuster nos façons de travailler pour que ce soit le plus smooth possible. Finalement, puis qu'il y ait une économie de temps, sinon il faut tout refaire en double, ça fait pas de sens, puis on perd du temps. C'est plus long à lancer un MVP. Fait que c'est beaucoup de cette façon-là, en travaillant vraiment en étroite collaboration avec tout le monde autour de la table. Non, 100%. Puis aussi, vous devez faire partie activement de toutes les étapes du QA, s'assurer que ça répond aux attentes, puis qu'il n'y a pas de petits oublis, puis que les fonctionnalités fonctionnent de la bonne manière. Oui, même la rédaction des cas de test, souvent on est impliqué, le QA, effectivement. Fait que, OK, je comprends mieux. C'était mon côté agence qui avait une question. Mais on avance, puis je veux juste m'assurer qu'on ait le temps d'en parler, mais je voulais savoir, niveau plus high level, qu'est-ce qui, en 2024, quelles étaient les grandes tendances qui ont bien fonctionné, puis où est-ce qu'on s'en va en termes de tendances de fidélisation, de programmes de loyauté? Qu'est-ce qui va bien marcher dans les prochaines années, selon toi? Encore une fois, il y a vraiment une grande question. Il y a vraiment beaucoup de choses parce que c'est sûr qu'on peut parler de gamification, on peut parler de personnalisation, on peut parler d'intelligence artificielle, on peut parler de plein de choses. Mais moi, je vais le ramener peut-être à l'omnicanalité puis l'expérience unifiée. Parce que je pense que tous ces éléments-là, autant la gamification, tout ce qui est en lien avec le paiement, par exemple, l'intelligence artificielle, la personnalisation, tout vient en lien avec comment ton expérience est intégrée. Puis je pense que c'est beaucoup ça où on voit un shift là, au niveau des programmes. C'est que c'est plus justement en silo, une application en silo ou une page dans l'application, une section dans l'application. Puis un truc marketing de plus. Mais là, c'est vraiment, vraiment intégré. Tu mentionnais Fabletics tantôt, puis je pense que je vais arriver avec cet exemple-là parce que je trouve ça je trouve ça intéressant. Mais, tu sais, je disais tantôt, quand on a commencé, j'ai visité un magasin Fabletics avec beaucoup d'attentes parce que j'avais lu un article super intéressant sur ce qu'ils faisaient, puis je voulais aller tester en magasin. Puis j'ai trouvé certaines limitations, mais ça m'a donné comme toutes les idées du monde de voir comment que ça pouvait se réaliser, tu sais. Tu arrives en cabine, puis tu as toute l'information sur les produits qui sont, sur les produits que tu essaies, en fait. Fait que, tu sais, tu le vois sur une
une tablette à l'intérieur de la cabine d'essayage, tout ce que tu as avec toi dans la cabine, puis tu peux voir les inventaires en temps réel, sélectionner notre grandeur, notre couleur, tu fais juste cliquer dessus. Il y a quelqu'un qui va te l'apporter, ça envoie une notification à l'employé qui va à ce moment-là te l'apporter, fait que tu n'as pas besoin de sortir de la cabine, ce qui est comme, on sait, un énorme irritant. Surtout, tu sais, Fabletics, tu essaies des leggings, tu essaies des brassières de sport, tu n'as pas le goût de te réhabiller puis de sortir de la cabine là, quand ça ne fonctionne pas. Fait que ça vient vraiment répondre à un irritant quand même important. Mais après ça, toute la possibilité aussi, c'est, tu sais, je suis membre du programme de fidélisation, fait qu'on sait qui je suis parce que j'ai l'application mobile, on sait qui je suis quand je suis dans la cabine. Fait que peut-être que je peux, à travers la tablette qui est dans la cabine, payer directement sans avoir à passer à la caisse. Je prends les trucs, je m'en vais, je sors de la cabine, je m'en vais avec les trucs, avec mes achats. Je pourrais les faire livrer dans le processus de paiement dans la cabine. Je pourrais dire, OK, je vais les faire livrer à telle adresse, à la maison, des choses comme ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment de dire comment est-ce qu'on peut réduire au minimum ou complètement enlever tous les points de friction où ce que j'ai quasiment plus l'impression que je suis en train de magasiner, mais c'est un peu comme je fais un choix sur une tablette, puis je m'en vais, puis c'est drôle parce que quand on a fait l'événement, tu sais, il y avait Olivier qui était avec nous, puis de Livre, puis il parlait justement de tout ce qui est paiement sans caisse, là. Mais c'est beaucoup ça, le paiement, mais c'est il y a la portion paiement qu'on a beaucoup couvert avec lui puis qui nous a beaucoup parlé, mais c'est comment est-ce que je peux amener cette expérience intégrée-là à toutes les étapes. Tu sais, si tu peux me donner des conseils puis des tips sur comment utiliser mon produit, comment bien, mais au bon moment, de façon bien faite, une fois que je suis rendue chez moi, tu sais, de poursuivre l'expérience à travers les différents canaux. Si, quand j'appelle au service à la clientèle ou que j'arrive en magasin, tu as tout mon historique, tu sais qui je suis, tu sais qu'est-ce que j'ai acheté, tu sais c'est quoi mes derniers enjeux, tu sais quel niveau dans le programme de fidélisation je suis. Tu sais, si tout ça est connecté, bien là, à ce moment-là, j'ai comme... C'est un peu comme si j'ai l'impression de rentrer à la maison quand je rentre dans un magasin, je fais affaire avec une marque. Ouais. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose que ceux qui vont se démarquer, là, ça va faire une grande partie de ça. Bien, c'est ça. Les programmes de loyauté, en bout de ligne, c'est une mine d'or de données. Là, puis c'est de prendre ces données-là, puis de l'extraire, puis de s'assurer d'être relevant à plusieurs autres étapes par la suite, là, au-delà même de l'achat. Là, mais oui. Là. Oui, la fidélisation, ça n'arrive pas à l'achat. Non. C'est bien après. Bien avant, puis, mais surtout beaucoup après. C'est ça. Puis après, tu la réutilises pour recommencer le processus. Exact. 100%, t'avais dit. Bien, t'as parlé en fait, t'as mentionné l'IA brièvement, là. Ouais. Mais c'est quoi les tendances, mettons, reliées à l'intelligence artificielle dans la fidélisation? Qu'est-ce qui est populaire en ce moment, là? Ce qu'on voit, c'est beaucoup de nouveaux... Bien, tu sais, il y a certainement la portion consommateur, mais je vais parler plus de la portion gestionnaire, là. Les plateformes de fidélisation développent énormément d'outils supportés par l'intelligence artificielle pour... la segmentation, pour les productions d'insights, pour l'utilisation de leur plateforme, tu sais, avoir des insights sur comment utiliser leur plateforme. Puis c'est vraiment le fun parce que ça permet, tu sais, tu peux être, par exemple, dans une plateforme de fidélisation, puis là, tu as un portefeuille d'offres. Puis à ce moment-là, toute la segmentation puis l'attribution des offres va se faire par l'IA directement dans la plateforme, par exemple. Fait que ça, c'est des choses qu'on voit. Tu as des plateformes aussi qui vont développer des outils pour aider, tu sais, par exemple, l'analyse. Donc, OK, donne-moi, c'est quoi les segments clients qui sont les plus performants dans telle catégorie qui ont acheté dans 6 ou ça, nanana. Puis là, bien, ça te sort, tu sais, fait que ça te nourrit. C'est, comme gestionnaire de fidélisation, ça te simplifie vraiment comme les processus parce que tu es capable de faire plus avec moins, finalement. Ça, on le voit beaucoup, là, dans les dernières 2 dernières années, là, il y a vraiment beaucoup de nouvelles fonctionnalités au niveau IA qui sont sorties dans les plateformes intégrées. Là. Très cool. C'est le fun. Chouette. Bien, on est déjà rendu à notre segment dans le chapeau. Je veux m'assurer qu'on a le temps. Dans la tuque aujourd'hui. Dans la tuque. Il fait 30 degrés dehors, mais on n'a plus de casquette. Fait qu'on y va avec la tuque. Donc, je t'explique le concept brièvement. Okay. Tu piges une question dans le chapeau. Puis, si tu réponds adéquatement à la question, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Si c'est à notre goût, à moi et Émilie, on va te donner le chapeau. Oh, OK. La tuque, très essentielle aujourd'hui. J'ai pris les deux. Ah non, sont collés, c'est des post-it. OK. Quelle est l'application la plus utilisée dans ton téléphone? Et là, on n'a pas le droit de répondre Gmail, Safari. Il faut être un peu plus original que ça. OK. Il y en a 2. Je vais dire les 2. Je peux-tu? Ou faut que ça en prend juste une? Mais ça nous prend une justification. Justification, OK. Celle que j'utilise probablement le plus, c'est LinkedIn.
Ouais. Justification, ben, Ouais, on est en affaires, puis c'est ça. OK, je pense que j'ai pas besoin de beaucoup de justifier. Celle que j'utilise probablement avec le plus de passion, je veux dire, c'est Oura, qui est comme l'application de tracking là, au niveau de la bague. Là. Fait que oui, parce que j'ai comme un côté statistique que j'aime voir. Je comprends. Fait que là, je me lève le matin, je l'ouvre pour voir comment j'ai dormi, combien d'heures, mon pourcentage de sommeil profond et ainsi de suite. Puis là, tes activités, le nombre d'heures que tu as passé debout versus assis. Fait que moi, j'utilise avec une certaine passion. Mais c'est un excellent exemple de ce qu'on disait plutôt d'une application qui vient répondre à un besoin, qui donne l'information qui est pertinente puis qui crée vraiment une valeur ajoutée pour l'utilisateur. Oui, exactement. 100%. Ouais. Est-ce que j'ai droit au chapeau? Tu as le droit au chapeau, c'est une bonne... Mais Émilie, vu que ça fait longtemps que tu n'es pas venue, je veux savoir c'est quoi ton application préférée? Oui, bien, on en a parlé un petit peu avant, mais c'est ça, c'est quand même bien fait. Là. J'en ai vu d'autres des applications de ce genre et c'était très mal fait. C'est l'application pour la garderie. Parce que je reçois des messages, des éducatrices, des photos, je sais quand est-ce qu'ils ont dormi, combien ils ont dormi, toutes ces choses-là. Fait que je suis souvent sur l'application de la garderie. Mais c'est pas la top application. Ben non, c'est bien pour vrai comparé à d'autres. C'est bien, ça s'appelle Bright Wheel, si tu veux que je la nomme. C'est pas la même que Nick non, passe son temps à chialer. Non, ça, ben ça, il y a de quoi, là. C'est vraiment... il y a de quoi. Mais non, la mienne, c'est quand même relativement bien fait, là, pour vrai. OK. Ouais. Il pourrait travailler sur le UI, UX, mais ouais, vraiment. Mais oui. Je les montrerai après, mes enfants. J'aimerais ça voir les updates. Bien, Andréane, merci beaucoup d'être venue avec nous. C'était vraiment intéressant. Puis j'ai l'impression que, tout comme la première fois qu'on s'est rencontrés, on pourra en parler pendant vraiment longtemps de tout ce qui est programme de fidélisation. Avant qu'on termine, où est-ce qu'on peut te suivre? Est-ce qu'on te suit toi? Est-ce qu'on suit Stratélix? Sur LinkedIn. Sur LinkedIn, effectivement. Oui. Sur LinkedIn. Ben, les deux, en fait. Ouais. Fait que vous pouvez me suivre moi, évidemment. Puis vous pouvez suivre Stratélix, c'est encore mieux. Et on essaie quand même de publier régulièrement des nouvelles, des updates, du contenu aussi, des articles, des vidéos et ainsi de suite. Fait que oui, vous pouvez nous suivre sur LinkedIn. Très pertinent. Super. Bien, merci beaucoup, Andréane. Merci, c'était super intéressant. Merci. Merci.